7h37 sur la première. On va poursuivre la réflexion entamée au lendemain de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, de l'avènement du Brexit, à l'élection justement de M. Trump aux États-Unis, en passant il y a quelques années de cela par la percée du mouvement 5 étoiles aux municipales italiennes ou encore la montée du Front National, qui sait, va peut-être arriver au pouvoir l'année prochaine. Derrière tous ces événements, on croit déceler un rejet de ce qu'on appelle la classe dirigeante. Tout serait désormais la faute des élites. Mais et c'est cela qu'on va se poser comme question ce matin. Qui sont-elles vraiment? Ces élites viennent-elles soudain d'émerger, comme on pourrait être tenté de le croire? Et comment répondre au malaise réel et profond que ce phénomène révèle? Autant de questions qu'on va aborder avec notre invité, le politologue et économiste Gabriel Galis, président du conseil de fondation de l'Institut international pour la paix de Genève, que nous retrouvons justement en direct du studio du Palais fédéral. Bonjour Gabriel Galis. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h pour répondre à pas mal de questions qu'on a abordées tout au long de cette semaine et de la précédente avec quelques-uns de nos invités. Depuis la victoire de Donald Trump, ce terme d'élite est vraiment haché fin dans toutes les machines à clichés et servi à toutes les sauces. Peut-être avant de chercher à expliquer avec vous qui sont ces élites, est-ce qu'il ne faut pas d'abord se poser la question pourquoi tant de gens ne croient pas en faire partie? Est-ce que vous avez la réponse? Écoutez, je crois que c'est assez simple à comprendre. C'est que ce qu'on appelle les classes moyennes, parce que le symétrique de ces élites, c'est le grand groupe des classes moyennes, qui est le fourre-tout dans lequel figurent tous ceux qui ne sont pas très riches ou tous ceux qui ne sont pas mendiants. En réalité, il y a effectivement un sentiment d'abandon, mais c'est plus qu'un sentiment d'abandon. C'est le constat par beaucoup de couches sociales de ne pas être pris en compte, pas être respecté. Je crois que la notion de respect par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure sur Dieu, que l'on soit croyant ou pas croyant, il y a quand même une valeur qui est à défendre, c'est le respect de l'homme. Et je crois qu'il y a carrément un irrespect de l'homme, un dédain des populations, et finalement le retour du bâton se constate assez manifestement. Ce dédain des populations, dédain de la part de qui, Gabriel Galis? De quelles élites parle-t-on? Écoutez, moi je refuse de parler d'élite. J'ai forgé récemment le terme d'éligarchie. Éligarchie avec E aigu, c'est ça? C'est ça, pour désigner des élites qui se sont dissociées de leur peuple. Alors j'ai forgé le mot, mais l'idée, je ne l'ai pas forgée. Il y a un livre qui était annonciateur il y a 20 ans de beaucoup de ces dérives, qui était d'un penseur des États-Unis, Christopher Lasch, qui avait écrit La révolte des élites, et qui montrait que ces élites s'étaient révoltées contre la démocratie, mettaient le peuple à distance et elles s'auto-reproduisent, elles discutent entre elles, elles prennent l'avion et elles vont de New York à Paris et de Paris à Zurich et de Zurich à Francfort et elles se racontent le même cinéma, promeuvent leurs intérêts mais oublient tout simplement ce qui fonde la légitimité de leur pouvoir. Mais donc elles existent, ces élites, vous êtes en train de les définir là. Mais bien sûr, parce que je cite un certain nombre d'auteurs dans les documents que j'ai réalisés ces derniers temps. C'est effectivement des gens réels qui sont à la tête des entreprises, qui font pression sur les gouvernements pour que les très grosses entreprises voient leurs intérêts défendus au détriment des petites et des moyennes. Bien sûr que ce sont des gens concrets, c'est pas une abstraction. Vous dites à la tête des entreprises et du côté de la politique ou du politique, est-ce qu'il y a des élites, sont-elles du même moule? En gros, oui. Moi, je connais particulièrement le cas français, et il est patent, le cas français. Vous voyez bien que l'ENA, qui a été créé pour fabriquer les hauts fonctionnaires de l'État au service de la nation, sont maintenant, pour l'essentiel, des personnalités qui passent sans arrêt du privé au public. Emmanuel Macron est un prototype de cette affaire-là. Il est à peine sorti de l'école qu'il a fait un passage dans la banque Rothschild, puis il s'est trouvé conseiller du président, puis vous connaissez la suite de la carrière. Oui. Donc ce sont des caricatures d'élite. Et pourtant, pour s'arrêter un instant, faire une digression sur M. Macron, il nous promet le renouveau, etc. D'aucuns disent que c'est une candidature très rafraîchissante. Non, c'est un pur produit de l'élite à la française comme on le connaît depuis des décennies. Mais c'est un cosmétique, monsieur Macron. Il a pas fait grand-chose dans sa vie. Il a promis 22 000 emplois avec ses autobus qui en ont créé quelques 2 000 et
encore, certaines entreprises vont fermer. Donc, c'est un produit surfait. C'est du marketing. Il est lisse comme une boîte de marketing et comme un emballage de publicité. On retiendra vos propos et on verra quel est son avenir l'an prochain. Que penser, par exemple, à propos des élites toujours, Gabriel Galis, des propos du président du Parti socialiste suisse, Christian Levrac, qui estime qu'en Suisse, il n'y a pas en Suisse de véritable élite à la française, qu'en réalité, lorsqu'on emploie le terme d'élite, c'est une formule de l'extrême droite pour désigner ceux qui ne pensent pas comme elle. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds qu'il a raison sur le fait de dire que le système suisse n'est pas le système français. Il est confédéral, il est pluraliste, il évite les alternances qui brusquent le cours des choses politiques. Mais je pense quand même que pour l'essentiel, les dirigeants du Parti socialiste suisse et du Parti socialiste français et du Parti socialiste allemand, ils se rencontrent et ils partagent les mêmes valeurs. Ils tiennent en gros des discours voisins sur la politique internationale. Alors il y a des infléchissements nationaux, c'est évident, mais c'est une famille quand même, une famille de pensée. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait faux, il y a quand même des élites. Alors lui dit que c'est un mot, pardonnez-moi, parce qu'il va plus loin, il lui dit que c'est un mot, élite, un terme, un slogan même, qui est utilisé par l'extrême droite pour rejeter ceux qui ne pensent pas comme elle, qu'au fond il y a un projet politique derrière l'utilisation du mot élite. Est-ce qu'il y a un projet politique derrière ça ? Alors moi je réponds en symétrique que l'utilisation du mot populisme est exactement de la même facture. Ceux qui utilisent le terme populiste et qui mettent le mouvement 5 étoiles dans le même sac que l'extrême droite sont ceux qui ne veulent pas écouter les intérêts des peuples. Moi je pense que la vraie question c'est pas les élites, c'est les peuples. Ou plus exactement, la vraie question c'est que les élites n'écoutent pas et ne promeuvent plus les intérêts des peuples qu'ils sont censés représenter. Donc le vrai problème, il y a effectivement des élites. Que l'extrême droite dise un certain nombre de choses, c'est pas toujours faux, hélas. Et pourquoi c'est pas toujours faux ? Parce que la gauche a abandonné le peuple. Prenons les votes électoraux, et là encore, prenons la situation française. Regardez les résultats aux élections. Les couches populaires, employés et ouvriers, ne votent plus pour la gauche. Oui, mais alors, pour ne reprendre que M. Levrac, qui était sur notre antenne hier soir, qui veut toujours dépasser le capitalisme, vous dites la gauche a abandonné le peuple. Là, on lui reproche, et même à gauche, on lui reproche d'être trop à gauche encore, et d'avoir un discours du passé sur le dépassement du capitalisme. Alors, vous dites la gauche a abandonné le peuple, mais là, en l'occurrence, on a l'impression qu'on lui fait le reproche inverse, y compris pour les gauchistes modérés, pour ne reprendre que cet exemple-là. Écoutez, je crois qu'il y a le plan de la rhétorique et il y a le plan de la réalité. Le plan de la rhétorique, c'est que sur un certain nombre de grands dossiers, je prends les accords transatlantiques par exemple. Les fameux TTIP ou TAFTA, oui, là, oui. Voilà. Bon, alors les variantes canadiennes, les variantes états-uniennes, CETA, etc. Oui. Vous voyez bien que il a fallu qu'une partie de l'opposition à l'intérieur de ces partis socialistes ou sociodémocrates se battent, et vous constatez qu'il y avait une partie de gens qui étaient parfois des chrétiens démocrates, qui étaient parfois des gens situés plus à droite, étaient beaucoup plus critiques vis-à-vis de ces projets-là. Moi, je le constate. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je constate que cette coupure est fondée sur cette ignorance. Et je constate que M. Hollande s'est fait élire sur un discours consistant à dire qu'il faisait la guerre à la finance internationale et que depuis qu'il est au pouvoir, j'ai surtout vu le chômage grandir et un certain nombre de couches sociales perdre leurs avantages, les retraités, les étudiants, etc. etc. Au fond, et peut-être l'avez-vous entendu, le philosophe français Raphaël Enthoven, dont on diffuse un extrait tout à l'heure dans le journal 7 heures, parlait de ce rejet des élites qui n'est pas nouveau. Il fait dater ça de plusieurs siècles. Est-ce que c'est pas le rejet des élites qui a changé de camp ? Est-ce qu'on peut pas dire qu'il a passé de la gauche à la droite ? Au fond, c'est ça peut-être qui a changé. Mais le rejet des élites en tant que tel n'est pas nouveau. Oui, mais on ne peut pas comparer les élites de l'aristocratie pendant la Révolution française ou la Révolution américaine. On ne peut pas comparer ça avec ce qui se passe depuis les années 70. En réalité, la rupture, elle date des années 70 et elle date même, on pourrait trouver une date charnière, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer, de 1973.
3, la crise du pétrole, tout ce qui a été construit autour de ça. La fin de l'étalon or aussi, c'était juste avant, oui, avec Nixon, exactement. Hein, ça peut dater de là aussi, on découple le dollar de l'or. 71, ça a été la décision du président Nixon, le 15 août, de dissocier le dollar de la valeur monétaire en or. Financiarisation des marchés. La financiarisation des marchés, et depuis, tout a suivi. Il y a d'ailleurs un livre que je recommande, parce que moi, c'est mon travail de chercheur de lire et d'analyser des livres, mais y compris ceux qui ne sont pas dans les devants des bibliothèques. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle « La crise de la démocratie », le premier rapport de la trilatérale publié en 1975, dont l'un des 3 auteurs est le vaillant Samuel Huntington. Ah oui, on le connaît bien, oui. Eh bien, Samuel Huntington écrit dans ce livre, et regardez ce qui s'est passé depuis, et vous verrez qu'à bien des égards, cette mise à distance des peuples par les pseudo-élites a été programmée, organisée, et c'est pas un complot caché, c'est écrit noir sur blanc. Monsieur Huntington écrit, de même qu'il faut mettre des limites à la croissance de la démocratie, à la croissance économique, il faut mettre des limites à l'extension indéfinie de la démocratie. Vous entendez bien ? Il faut mettre des limites à l'extension de la démocratie. Et non seulement on a mis des limites, mais on est allé de plus en plus loin pour essayer de détacher le pouvoir du peuple. Et si on critique Trump, il faut quand même pas oublier que le Parti démocrate a tout fait pour que Bernie Sanders ne soit pas aux premières loges. Et finalement, en poussant Hillary Clinton, ils ont fait élire Trump. Donc, coup de génie de la part de ces élites-là, en quelque sorte. Et les passerelles existent, on l'entendait encore dans un de nos reportages de Jordan Davis il y a quelques jours. Certains qui ont voté Sanders aux primaires démocrates ont voté Trump ensuite. Donc les passerelles existent. Oui. Il s'agit du même rejet. Il s'agit du même rejet, mais il y a beaucoup de partisans de Sanders qui ne sont pas allés voter parce qu'ils ne se sentaient pas concernés par ce dilemme. Et c'est ça peut-être le pire, Gabriel Galis, c'est l'abstentionnisme. 43%, j'ai le chiffre sous les yeux pour la présidentielle américaine, le pire résultat depuis 2004. C'est ça peut-être la fin de la démocratie, non ? Oui, c'est un des aspects du visage de la fin de la démocratie, c'est-à-dire que, et ça se passe en France aussi, la France était un pays où l'on votait beaucoup et où l'abstentionnisme est le premier parti en réalité. Hein. Bon, ce constat, on l'a fait avec vous. Maintenant, qu'opposer à ces nouveaux empires, à ces nouvelles oligarchies que vous décrivez si bien, cette gauche qui a abandonné le terrain du peuple, qui opposait l'État, la raison politique, l'État-nation ? Quels sont les outils dont on doit disposer maintenant ? Moi, je ne suis pas chargé de faire des programmes politiques à proprement parler. J'essaye surtout d'analyser. Je crois qu'il y a un socle qui est la base de la démocratie. C'est non seulement l'État-nation, mais le peuple-nation. Je crois qu'on ne peut pas mondialiser à l'infini en oubliant la base. Quand on fait une maison, on commence par faire des fondations, puis on fait des murs, puis on fait un toit. Et donc, il faut qu'on reprenne ça depuis la base en construisant, en reconstruisant la pertinence des nations, c'est-à-dire que chaque État doit essayer de retrouver comment concrètement renouer les liens avec le peuple. Pas simplement par des discours, par des actes. La solidarité financière, le respect, le fait d'écouter les populations au lieu de les insulter, de les traiter d'ignards, alors que quand on écoute les prétendues élites, elles nous mènent dans le mur. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce sont des gens qui nous disent « faites-nous confiance » et que depuis à peu près 30 ans, nous aggravent la situation. Alors c'est vrai que c'est moins grave en Suisse qu'ailleurs pour un certain nombre de raisons, mais globalement, on ne vit pas dans un monde très assuré. Mais ça passe par quoi ? Vous l'avez dit, il faut arrêter les beaux discours, il faut reconsulter le peuple, reconstruire la maison depuis les fondations, ce qui paraît logique en termes d'architecture. C'est quoi les fondations ? C'est plus de vote, plus de démocratie directe sur le modèle helvétique. Ça passe par quoi ? Plus de consultation citoyenne, on favorise l'émergence de cette société civile dont on a parlé aussi cette semaine. Ça passe par quoi selon vous ? Entre autres choses, oui, la notion de démocratie participative est une notion qui est assez juste, mais il appartient à chaque culture nationale. Moi, je ne pense pas qu'il faille mettre dans le même moule tous les États. Chaque pays a ses traditions et c'est à l'intérieur de ces traditions. En France, dans le système qui est centralisé, il faut recourir au référendum. Quand en 2005, on a consulté le peuple français pour lui demander s'il voulait le traité constitutionnel européen, le peuple français a massivement dit non, et Sarkozy et Barroso ont, sur un coin de table, enlevé le mot traité constitutionnel et fait avaler par le Parlement, gauche et droite réunis, le même document. C'est du viol de l'opinion populaire, et c'est inacceptable. Le système suisse est plus confédéral, il est décentralisé, il est pluraliste,
populiste. Moi, je crois qu'il y a un mixte à trouver. Je ne dis pas que le peuple a toujours raison. Ce en quoi le terme populiste serait juste, ça serait d'avoir une espèce de religion du peuple. Moi, je dis qu'il a la légitimité politique et que s'il se trompe, je préfère que ce soit le peuple qui se trompe plutôt que les élites qui se trompent ou qui le trompent. Voilà, c'est ça ma position. J'allais y venir parce que ça, c'est pour boucler la boucle. François de Closet, journaliste et écrivain que nous recevions à votre place il y a quelques jours, disait « Non, le peuple ne se trompe pas, le peuple est trompé », c'est-à-dire la façon dont il se façonne une opinion, dont on lui façonne l'opinion via les médias, les discours, etc. On le trompe et à la fin il se trompe, mais ce n'est pas un phénomène volontaire. Le peuple est trompé. Vous reprenez carrément cela à votre compte, Gabriel Galis. Oui, le peuple est trompé, mais il n'est pas simplement trompé par les discours. Moi, je distingue le plan des discours et le plan des faits. Il est trompé par une politique économique, sociale, internationale, qui le mène à la guerre. On a quand même oublié de dire que Madame Clinton, qu'on nous vendait sur un plateau comme étant la merveille des merveilles, était favorable à la guerre en Irak. Elle a traité Poutine d'Hitler. Elle était prête à aggraver la situation des tensions avec la Russie. Et je me demande si... faut pas oublier qu'elle avait perdu contre Obama en 2008, Madame Clinton, oui, et que les Américains, dans la primaire des démocrates, avaient choisi Obama précisément parce qu'il n'avait pas été pour la guerre en Irak. Donc n'oublions pas ces détails parce que c'est quand même des centaines de millions de millions de morts qu'on oublie. 1,5 million morts sur les 3 guerres, Afghanistan, Irak et les guerres périphériques. Donc voilà ce qui se passe. Là, c'est la guerre. Le manque de démocratie, c'est aussi la guerre. Il y aura moins de morts avec M. Trump, question à laquelle vous n'avez évidemment pas de réponse, mais enfin on peut essayer. Moi, je n'ai pas une confiance infinie en M. Trump. Je crois qu'il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est effectivement que sur la Russie, il veut l'apaisement. Et c'est quand même pas un détail parce que la Russie est une des puissances nucléaires. Par contre, dans un certain nombre d'autres dossiers, en particulier la Chine et le Moyen-Orient, il va jeter de l'huile sur le feu. En particulier, il est pieds et poings liés avec les positions extrémistes de M. Netanyahou, dirigeant israélien. Et je crois que ça va pas simplifier les choses avec le monde arabe et du coup avec du grain à moudre à donner à des terroristes. Gabriel Galis, quelques minutes pour parler de la presse et la commenter. Valérie Drouet et Esther Coco sont avec nous. La tournée d'adieu de Barack Obama en Europe, très commentée ce matin dans la presse élémanique, notamment sa visite en Allemagne, qui en rappelle une autre, Esther. Obama rassure les Européens, titre la NZZ. Barack der Berliner, titre le Blick, paraphrasant le discours de John Kennedy en 1963. Le journal rappelle que Barack Obama était déjà venu à Berlin en juillet 2008, avant son élection à la Maison-Blanche, suscitant l'espoir et l'enthousiasme. Pour la Berner Zeitung, justement, la comparaison entre la visite de 2008 et celle de hier est douloureuse. Les espoirs allemands envers celui que l'on a souvent surnommé le Kennedy noir ont été douchés. Malgré ces belles paroles, Barack Obama laisse derrière lui des ruines en Irak et en Afghanistan, des fissures qui ne cessent d'augmenter dans l'industrie américaine et à Wall Street, et un Proche-Orient divisé. D'ailleurs, hier à Berlin, la question a été posée à Barack Obama. Son bilan mitigé n'est-il pas aussi la cause de l'élection de Donald Trump? Pour la Berner Zeitung, Barack Obama a déçu l'Europe et la visite de Barack Obama hier était celle de l'homme le moins puissant du monde. Rapidement, un commentaire. Sera-t-il dans l'histoire le Kennedy noir ? Barack Obama, Gabriel Galis? Moi, je n'étais pas de ceux qui rêvaient en couleur quand il a été élu, mais maintenant on passe d'un extrême à l'autre. Obama ne méritait pas le prix Nobel de la paix, il mérite pas non plus qu'on lui fasse tout tomber sur le dos. Il a suivi ses conseillers, il a parfois freiné, notamment sur la question de la Syrie. S'il avait suivi Madame Clinton, on avait une guerre de plus sur le dos. Bon, donc il a eu l'intelligence de ne pas suivre les plus radicaux. Par ailleurs, sur le reste, il s'est embourbé dans ce qu'avait commencé à faire son prédécesseur, George W. Bush, mais il est difficile de commander un grand pétrolier comme les États-Unis d'Amérique en peu de temps. Et finalement, c'est l'État profond qui est en question. Là où je trouve qu'Obama exagère un petit peu, c'est qu'il se permet de dire que s'il était allemand, il voterait Merkel. Je trouve que c'est de l'ingérence. Je pense qu'un dirigeant politique, quel qu'il soit, n'a pas à dire ce qu'il voterait s'il avait une autre nationalité.
Alors nous avons un projet de livre blanc lancé à Genève pour faire dialoguer les deux rives de la Méditerranée, Valérie. C'est un partenariat académique entre chercheurs issus d'instituts européens et des pays arabes qui veut intégrer la société civile, les citoyens dans la réflexion. C'est ça la nouveauté. Interview ce matin dans 24 heures et la Tribune de Genève de l'un de ces chercheurs, le français Kader Abderrahim de l'Institut de Relations internationales et stratégiques qui vient d'écrire un livre sur le groupe État islamique. Alors justement pour lui, la radicalisation s'explique en partie par un total manque de confiance des populations envers leur propre gouvernement et envers les démocraties européennes qui soutiennent ces gouvernements. On ne peut créer, dit-il, un espace de paix et de stabilité sans ses habitants. Pour preuve, l'échec des précédentes tentatives gouvernementales uniquement, comme l'Union pour la Méditerranée en 2008. Il faut accepter, dit-il, d'aborder directement avec les gens les questions qui les touchent, emploi, santé, éducation, justice, place de la religion ou droits des femmes. Gabriel Galli, c'est vrai, l'Union de la Méditerranée, c'était un projet de M. Sarkozy qui n'avait pas pu voir le jour. On pourrait se dire qu'effectivement les coopérations régionales peuvent être, si possible, le gage de plus de sécurité, telle cette Union de la Méditerranée. Oui, c'est un des aspects. Je pense que la mondialisation doit se construire une fois qu'on a partie des États-nations. Il faut penser aux coopérations régionales, les construire sur des bases solidaires et pas sur les accords qui ont été faits entre le Mexique et les États-Unis, qui étaient très asymétriques. Je pense que c'est un bon point. Et d'ailleurs, la conférence que vient d'organiser le JPRI à Genève, Quelle paix pour quel ordre du monde, a abordé la question de la paradiplomatie, qui complète la diplomatie des États. Donc, si on est en train de démocratiser les États et de faire dialoguer les populations, c'est bien. Je mettrai juste la nuance, il ne faut pas que ce se fasse contre les États, mais avec eux. Un dernier sujet, les réseaux sociaux qui créent des citoyens de deuxième catégorie. Oui, c'est dans le Temps ce matin. Les sites de fausses nouvelles ou de réinformation ont été les plus consultés durant la campagne électorale américaine. Des sites qui alimentent une vision simpliste du monde, expliquent le quotidien et poussent à voter pour des populistes. Leur audience a même dépassé sur Facebook celle des médias classiques. Alors, ce qui renforce le phénomène, c'est que les algorithmes, les programmes informatiques, si vous voulez, des réseaux sociaux, ne nous présentent que ce qui nous plaît pour que nous restions le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et donc, l'utilisateur n'est plus exposé à d'autres avis que les siens. Et comme des centaines de millions de personnes ne s'informent plus que par ce moyen, cette bulle de filtre, comme on l'appelle, joue désormais un rôle fondamental dans la polarisation des débats. Le peuple est trompé, c'en est l'illustration, Gabriel Galli, en 15 secondes, après on doit se quitter. Oui, en 15 secondes, je serais moins sévère parce que, évidemment, il y a des abus sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des vérités qu'on trouve dans les réseaux sociaux, qu'on ne trouve pas dans les journaux officiels, qui sont quand même la voix des gouvernants. Pas tous, il y a le service public. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Et puis d'autres très bons journaux quand même. Merci beaucoup Gabriel Galli, excellente journée à vous. Merci, bonne journée.